Café Inclusivité, le podcast de l'Association des ailes déployées, dédié à l'inclusion et à la diversité dans le monde du travail. Que vous soyez un employeur, un professionnel, cherchant à améliorer vos pratiques inclusives, désireux d'en savoir plus dans la diversité ou une personne en situation de handicap, Café Inclusivité est le podcast qu'il vous faut. Je suis Charlotte Rank, job coach. Ensemble, faisons de l'inclusion une réalité quotidienne. Deuxième épisode, l'accessibilité dans les environnements culturels. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux sur cette nouvelle édition du Café Inclusivité. Édition qui portera aujourd'hui sur la découverte des métiers culturels, des professions culturelles, ainsi qu'à l'accessibilité de ces métiers en général. Nous allons recevoir aujourd'hui Marine Toliez, qui travaille aux ailes déployées et qui se présentera tout à l'heure. Valérie Terrasson, qui témoignera, qui est accompagnée par le service d'emploi accompagné. Alice Hervé du Théâtre de l'Odéon, de l'Europe. Maxime Boulgroun du Musée Carnavalet. Madame Sama de l'école Écart, école de cinéma. Et Madame Hérault, Julie Hérault, de la Cité de la musique et de la Philharmonie à Paris. Donc, enchantée de vous recevoir, voilà. Et plusieurs personnes donc sont là, accompagnées par les unités des ailes déployées. Alors, je vais tout simplement vous demander de vous présenter, voilà, et de présenter votre parcours et votre profession. Je me présente, je m'appelle Julie Hérault, je suis responsable du recrutement à la Cité de la musique Philharmonie de Paris. Donc, je m'occupe de tout le recrutement des personnes permanentes qui travaillent là-bas. Et je suis aussi en charge de la garantie de l'emploi l'emploi en faveur des publics en situation de handicap. Donc voilà, on mène une politique d'accessibilité et j'essaye d'y participer. Bonjour à tous, merci Charlotte pour l'invitation. Donc moi je suis Sama Benchao et je m'occupe des partenariats institutionnels et d'entreprises à l'école Écart, qui est une école de cinéma et d'audiovisuel qui forme depuis un peu plus de 50 ans 1600 étudiants aux métiers techniques de l'image et du son. Et je représente aussi tous les engagements que porte Écart sur l'inclusion et la diversité notamment. Bonjour à tous, je m'appelle Maxime Boulgroun-Ruissen, je suis responsable de projet accessibilité jeunes adultes et participatif au sein du musée Carnavalet, c'est-à-dire que je fais partie du service qu'on appelle de médiation culturelle au sein du musée, c'est-à-dire le service qui gère tous les projets culturels à destination des différents publics du musée, notamment du coup les publics en situation de handicap dans mon cas, mais pas que, plein d'autres publics aussi. Moi c'est Roxane Papias, je suis en service civique auprès de Alice Hervé, donc qui présentera le service un peu mieux que moi. Et je travaille au service des relations avec le public et plus précisément sur un projet en particulier qui est Adolescence et Territoire. Je ne sais pas si vous le connaissez et dont on pourra peut-être reparler. Voilà. Et donc je suis Alice Hervé, je suis chef de projet au sein du service de médiation et développement des publics du Théâtre de l'Odéon. On en parlera après. Bonjour, je suis Valérie Terrasson, donc comme l'a dit Charlotte, accompagnée par les ailes déployées depuis 1 an et aussi professionnelle de la culture. Je travaille actuellement au musée Carnavalet avec Maxime. Enfin, dans un autre service, je suis agent d'accueil et de surveillance. Bonjour tout le monde, donc moi je suis Marine Toliez, je suis responsable des projets culturels pour l'association Les Ailes Déployées. Donc je travaille avec l'ensemble des unités et des services qui vous accompagnent pour la mise en place de projets artistiques et d'actions culturelles dans l'accompagnement qui vous est proposé. Merci beaucoup. Alors justement, la question que je voudrais vous poser, c'est quels sont les métiers qu'on trouve dans le domaine culturel en général ? Donc vous allez peut-être pouvoir parler justement du vôtre et de ce que vous faites, mais d'une manière générale, quels sont les métiers qu'on peut trouver ? Pour parler des métiers du cinéma, il y a une partie créative et une partie technique. Il va y avoir les métiers qui sont en lien avec la réalisation, avec l'écriture scénaristique, avec la partie ingénierie du son, donc tout ce qui va être sur la création et l'habillage sonore des films, des courts-métrages, des longs-métrages. Et il y a aussi l'aspect devant ou derrière la caméra, donc sur des aspects artistiques comme le métier d'acteur ou d'actrice, ou sur les métiers derrière la caméra, donc sur des aspects techniques en lien avec le montage, le cadrage et toutes les parties, tout ce qui est en lien avec les prises de vue et sur le matériel, donc de la maîtrise du matériel, son, lumière et caméra. Voilà. Est-ce que vous vous occupez du marketing et de la communication aussi, ou c'est un autre domaine ?
Dans ma fonction, ou est-ce qu'on forme à ces compétences-là qui vont servir la communication ? Est-ce que vous prenez des gens qui sont plutôt dans ce domaine-là, plutôt dans le marketing, communication, tout ce qui est dans la distribution de films, de choses comme ça Alors, nous, on va être vraiment sur la création d'une œuvre cinématographique. D'accord. Mais il peut y avoir des supports, des nouveaux supports aujourd'hui, de nouvelles écritures vidéo, etc., qui vont servir des supports promotionnels. Okay. Donc, qui vont servir la communication et le marketing. Et ça va être des compétences qui peuvent être demandées sur certaines filières, parce qu'aujourd'hui, les marques aussi créent des films institutionnels pour développer leur marque employeur, différents supports qui dépassent le spot publicitaire et qui sont de véritables œuvres cinématographiques. D'accord. Okay. Donc oui. Merci beaucoup. Alors, à la Philharmonie de Paris, c'est un petit peu particulier puisqu'on a plusieurs activités. La Philharmonie, c'est à la fois une salle de spectacle. En fait, il y en a plusieurs. Donc, on diffuse des spectacles de tout type, des spectacles de musique actuelle ou de musique symphonique. Donc, il y a tous les métiers qui ont lien avec la production de spectacles et aussi avec la partie technique pour organiser ces spectacles. Donc, on a des régisseurs, machinerie, lumière, son. Donc ça, c'est pour la partie spectacle. Après, on a aussi un musée. Donc, on a toutes les personnes qui travaillent pour le musée, que ce soit pour les collections permanentes ou pour les expositions. On a aussi des agents de surveillance, des guides conférenciers, toutes les personnes qui vont travailler sur les projets aussi d'exposition. Ensuite, on a donc au musée, il y a également un laboratoire. Donc, on a aussi des personnes qui travaillent pour la recherche et la restauration, des conservateurs. Et enfin, on a une activité importante aussi de pédagogie. Donc, on a des personnes qui animent environ 5000 ateliers de pratique instrumentale. Donc, des personnes intervenantes musicales qui vont animer ces ateliers. Puis, il y a bien sûr toutes les personnes qui organisent ces ateliers. Des personnes qui sont responsables ou chefs de projet éducatifs, des assistants. Après, il y a toutes les fonctions support qu'on retrouve dans une entreprise lambda. Donc, bien sûr, il y a les ressources humaines, une direction administrative et financière, du juridique, de l'informatique, de la logistique. Puis après, il y a les relations avec le public. Donc, toutes les personnes qui vont travailler sur le marketing, et aussi l'accueil du public et la partie billetterie. Et puis, toutes les parties communication, web. Voilà. On a une multitude de métiers à la Philharmonie, il y a environ 500 métiers pour 650 personnes qui travaillent. Et puis, bien sûr, il y a aussi toute la partie musiciens, donc musiciens de l'Orchestre de Paris. Donc moi je travaille dans un musée également, enfin plus précisément dans 2 musées, puisque je travaille au musée Carnavalet, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais je travaille aussi sur un site archéologique qui est la crypte archéologique de l'île de la Cité. Je connais pas forcément très bien le quotidien de mes collègues, mais en tout cas ce qui est intéressant et à savoir dans un musée pour moi en termes professionnels, c'est qu'effectivement, comme le disait Julie, c'est ça? Comme le disait Julie, c'est tout ce côté où on a une grosse diversité de métiers. On a plein de métiers comme les métiers techniques qui sont beaucoup plus dans la logistique, dans le terrain. On a tous les métiers d'accueil dont Valérie pourra vous parler. On a les métiers de sécurité aussi. On a beaucoup de métiers administratifs. On a les métiers de la communication, du marketing. On a les métiers aussi liés à la recherche de ressources, de mécénat. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur les autres métiers ? On a bien sûr tous les métiers aussi du scientifique qui là demandent quand même aussi une formation assez spécialisée. Mais peut-être que certains ont cette formation, donc en histoire de l'art, avec des concours de la fonction publique. Mais il y a aussi beaucoup de métiers qu'on va dire effectivement support qui ne demandent pas de passer des concours de la fonction publique. Moi, j'ai pas de concours de la fonction publique, par exemple aussi. Et donc, pour en dire plus, moi, sur mon métier à moi, je travaille au sein de ce qu'on appelle le service des publics, donc le service de la médiation culturelle, c'est-à-dire effectivement ce service qui organise toutes les actions pédagogiques et culturelles et les événements à destination des publics. Bon, alors je ne vais pas répéter puisqu'on fait le même travail, sauf que moi c'est dans un théâtre. Mais essentiellement, c'est vrai que, comme vous l'avez très bien présenté, on est dans des établissements culturels au sein desquels il y a énormément de corps de métier très différents. Alors dans un théâtre, évidemment, comme un peu à la Philharmonie, vous allez avoir donc l'équipe technique, sans qui, évidemment, il ne peut pas y avoir de spectacle. Enfin, c'est très important. Alors, nous, à la différence, par exemple, de la Comédie Française, je vous explique parce qu'on est un théâtre national, donc on a le même statut, mais on est
plus raccrochés à la Comédie Française. Pendant longtemps, c'était quand même la même entité. Maintenant, c'est terminé. Mais à la différence de la Comédie Française, nous n'avons pas de troupe de comédiens. On n'a pas de musiciens permanents. On n'a pas, c'est-à-dire que les compagnies, les comédiens qui viennent présenter des spectacles chez nous sont accueillis dans le cadre de leur tournée, de leur venue. Donc ils viennent s'installer chez nous un mois et demi, présenter leur spectacle et après ils repartent. En tout cas, la masse salariale de l'Odéon, c'est à peu près, c'est pas un très gros théâtre, c'est 125 permanents, dont une grosse partie, un peu plus, on va dire environ 80 personnes de l'équipe technique. Et dans l'équipe technique, ce sont des machinistes, des régisseurs, mais il y a aussi, on a des ateliers de construction de décors, par exemple. C'est notre spécificité à l'Odéon. On construit les décors des spectacles qui sont créés à l'Odéon. Et on peut avoir des serruriers, on peut avoir des menuisiers, des peintres déco. Voilà, il y a énormément de corps de métier à la technique. Donc c'est à peu près 80 personnes. Et en plus, sans les intermittents, parce qu'après, on peut embaucher des intermittents en renfort sur pas mal de spectacles, et là on peut arriver à presque 120 personnes, l'équivalent de notre masse salariale en technique. Et puis le reste des employés, évidemment, c'est toute la partie administrative et de production. Alors comme dans toute entreprise, une direction des ressources humaines, une direction de la comptabilité, la paye, l'informatique, la direction du bâtiment, toute la sécurité, le gardiennage évidemment, le personnel pas d'accueil mais d'entretien, qui entretient aussi le bâtiment, les deux bâtiments, puisque l'Odéon c'est 2 sites, l'Odéon 6e et les ateliers Berthier porte de Clichy, et puis toute la partie dont je dépends moi, qui est une grosse direction, la direction de la communication et des publics. Donc on n'est pas un très très gros théâtre, même par rapport à vous, on est assez petit. On est un petit écrin quand même, malgré tout, mais avec plein de corps de métier, évidemment, très spécifiques au secteur culturel. Juste, je vais pas décrire ici ce que je fais, je pense à l'accueil, on le verra à un autre moment. Juste pour compléter ce que disaient ces personnes, parce que je travaille depuis peu dans un musée. Avant, j'ai un parcours qui s'est fait plus dans le spectacle vivant et dans des lieux pluridisciplinaires. Et je voulais juste compléter en disant que même dans des structures moins institutionnelles que le théâtre de l'Odéon ou la Philharmonie, même dans des structures plus petites comme les compagnies de théâtre ou de danse ou des groupes musicaux, on retrouve tous ces métiers. On a à la fois une part artistique qui porte les projets, bien sûr, mais ces projets ne peuvent pas être diffusés si vous n'avez pas toute la partie technique et administrative. Donc vraiment, on fait appel à des compétences très très larges. Et c'est vraiment ça que vous devez avoir à l'idée. On retient l'artistique, bien sûr, quand on est spectateur ou auditeur ou visiteur, mais il y a tous ces autres métiers qui gravitent autour. Voilà. Alors moi c'est un peu particulier parce que donc je travaille pas pour une structure culturelle puisque je travaille pour les ailes déployées. Donc il n'y a pas de service culturel. Je suis rattachée à la direction de la communication au sein de l'association. Donc je suis seule à mon poste pour mettre en place ces projets. Mais je suis accompagnée dans toutes les unités de l'association par des référents culturels. Donc ce sont des professionnels qui vous accompagnent au quotidien, qui ont une appétence aussi pour ce qu'on peut proposer. Et avec qui on travaille. Par exemple, au SEA, c'est Charlotte qui est référente culturelle. Dans d'autres services, ça va être des psychologues, des éducateurs, voilà, tous les professionnels de l'association. L'idée, c'est qu'on réfléchisse ensemble avec chaque unité, en fonction des publics qui sont accompagnés, à des projets artistiques qu'on a envie de mener au sein de ces unités pour les publics. Donc faire intervenir des artistes dans nos murs, mais aussi proposer des choses en extérieur. Donc voilà, des sorties culturelles au musée, au théâtre, des visites, tout ce qu'on peut développer ensemble. Donc moi, je fais surtout de la gestion de projet. Donc développer des partenariats, réfléchir aux projets avec les équipes, les monter, contacter des artistes, prévoir les plannings, les budgets, voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, bonjour à tous. J'ai voulu vous poser une question aux fonctions des animés, enfin au musée, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Comment ça se passe pour les recrutements ? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de diplôme ou on doit faire juste un CV, une lettre de motivation ? Ou pour ceux qui sont en situation d'handicap, ramener une RQTH ? La question, c'est au sein des musées ou de toutes les structures qui viennent d'être citées ? De toutes les structures. Alors, qui souhaite répondre ?
Alors, ça dépend du poste auquel vous souhaitez postuler. Déjà, parce que dans le musée, comme on l'a dit, il y a plusieurs métiers. Donc déjà, généralement, on diffuse une offre. C'est ça, en fait, dans le process, comment candidater, c'est ça? Oui, exactement. Votre question? Oui, plus précisément. Donc, généralement, on diffuse une offre. Vous la voyez, elle est de manière générale souvent diffusée sur notre site. Alors, nous, on utilise souvent un site qui est Profil Culture, je pense, qui est très généraliste des métiers de la culture. Donc, si vous cherchez un métier dans la culture, vraiment, c'est un site vraiment dédié qui répertorie vraiment tous les métiers de la culture. Nous, on diffuse toujours nos offres sur cette plateforme. Donc, les métiers, déjà, vous les retrouvez là, ce qui ne vous empêche pas du tout d'envoyer aussi une candidature spontanée. Hein, on les étudie. Donc, vous répondez à une offre en particulier et après, on étudie votre candidature. Et c'est vrai que, en tous les cas, pour ma part, mais je pense pour... vous partagerez certainement, mais c'est vrai que moi, je prête une attention particulière quand je vois que la personne a la RQTH. C'est sûr que voilà, on essaye d'être dans une politique d'inclusion, donc voilà, on y prête vraiment attention. Mais on va d'abord raisonner aussi par rapport aux compétences qui sont demandées pour un poste. C'est une question donc pour toutes les structures. Est-ce que vous travaillez avec l'étranger ? Vous avez un département étranger ou vous travaillez avec les pays en Europe? Alors, nous, l'Odéon, oui, forcément, parce on a un label depuis les années 90 qui est Théâtre de l'Europe. Donc, on s'appelle Odéon Théâtre de l'Europe, c'est-à-dire qu'on se doit d'accueillir des compagnies européennes dans le cadre de notre programmation. Alors, à l'Odéon, pour le moment, on ne présente que du théâtre. Et donc, on a dans notre saison, sur les 14-15 spectacles qu'on accueille chaque année, on a plus de la moitié de spectacles en langue étrangère. Mais on accueille, voilà, de ce fait, forcément, on a un pied à l'étranger et avec des compagnies européennes. Ouais. Et donc pour votre question, simplement, effectivement, nous on est le musée de l'histoire de Paris. On a aussi la crypte archéologique de l'île de Cité qui est située en dessous du parvis de Notre-Dame. Donc clairement, on a une partie importante de nos visiteurs qui sont des touristes de absolument partout dans le monde. Donc je dirais que oui, il y a forcément un contact avec l'étranger. Déjà du côté des agents d'accueil, effectivement, on a des agents d'accueil qui parlent énormément de langues. Du côté de mon collègue des réservations aussi, il est amené à interagir avec des groupes de tout type. Mais on a aussi beaucoup de tourisme de vraiment partout dans le monde. Vraiment. Bonjour à tous. Je voulais savoir si vous avez des postes administratifs dans toutes les structures ou si juste des postes liés à l'art ou... Alors, dans le milieu administratif à l'Odéon, oui, on peut avoir des postes, tout à fait. Alors, ça dépend ce que vous appelez administratif. Moi, par exemple, j'appartiens à l'administration aussi quelque part, mais on va s'occuper, nous, des relations avec les publics. Donc, peut-être administratif, vous entendez, oui, plutôt comptabilité, paye. C'est plutôt ça que vous... Oui. Voilà, oui, il peut y avoir des... Alors, en ce moment, non, pas spécifiquement, mais il peut y en avoir, ouais. Merci. Puisque nous sommes donc vous représentez le milieu culturel, je voulais savoir un petit peu si vous acceptiez beaucoup de RQTH. Je ne vais pas vous demander un pourcentage non plus, mais alors déjà, c'est notre mission de service public. Ouais. Alors notre mission de service public, c'est de rendre accessibles toutes les musiques à tous les publics. Mais on se doit aussi en interne d'être dans cette démarche d'inclusion. On est aussi, je pense que c'est pareil à l'Odéon et peut-être au musée Carnavalet, on est labellisé égalité diversité. Okay. Donc on se doit aussi d'avoir au sein de notre effectif un personnel représentatif en tous les cas de cette diversité. Et puis après, faut pas se leurrer, les entreprises payent une cotisation qui est importante, dès lors qu'elles ne remplissent pas leur obligation d'emploi, qui est d'embaucher 6% de leur effectif travailleurs handicapés. On a tout intérêt à embaucher des salariés ayant la RQTH plutôt que de payer la contribution. Bien sûr, mais il y a quand même des entreprises qui préfèrent payer la contribution. Alors, je ne pense pas que ce soit le cas de toutes les entreprises qui soient présentes ici, mais les entreprises publiques, les établissements publics. Je parle en général, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui préfèrent payer la
question, c'est est-ce qu'on affiche dès le départ qu'on a la RQTH dans le CV ou pas, voilà, par rapport à des préjugés qu'on pourrait avoir. Moi, je sais que je sais que je regarde vraiment attentivement les candidatures que je reçois dès lors que c'est indiqué RQTH. Je vais m'interroger, est-ce que cette personne, si j'ai pas un besoin là immédiat, est-ce que ça peut pas être plutôt un stage PMS-MP? Je sais pas si vous savez ce que c'est. C'est des stages qui sont. Alors, en fait, c'est une période de stage qui est proposée par France Travail, anciennement Pôle Emploi. Je crois que c'est 2 semaines maximum. 1 mois. C'est porté à 1 mois. Et en fait, pendant 1 mois, vous découvrez un métier. Voilà. Donc, et derrière, ça peut avoir des débouchés aussi. Enfin, dès lors que vous montrez un enthousiasme, que vous montrez, voilà, s'il y a une possibilité derrière. En tous les cas, c'est se faire connaître au sein de l'établissement. D'accord. Donc, voilà, moi, je raisonne plutôt comme ça. Après, je sais pas si des employeurs sont plus frileux, c'est possible. Hein, du coup, je veux juste rebondir sur la PMSMP, donc qui s'appelle aujourd'hui l'immersion facilitée, proposée par le service public de l'emploi. Est-ce que vous proposez régulièrement des immersions professionnelles au sein de la Cité de la musique ou de la Philharmonie? Alors, quand on reçoit des demandes, en tous les cas, on les étudie. Après, c'est en fonction aussi des possibilités d'accueil des managers, mais quand c'est possible. Et puis, je pense qu'il y a une souplesse aussi. Parfois, c'est une question de temporalité. Peut-être que la période n'est pas vraiment favorable. On voit avec la personne qui souhaite faire ce stage si ça peut être à un autre moment. On voit en fonction. En fait, c'est très souple en fonction de la durée, de la période. On essaye d'adapter par rapport aux personnes qui sont susceptibles d'accueillir. Mais oui, on essaye de favoriser, oui. Alors, je vais essayer de résumer rapidement le parcours. En fait, j'ai commencé à travailler dans la culture il y a 27 ou 28 ans. Pendant 25 ans, j'ai un parcours quasiment exclusivement d'ailleurs, dans le spectacle vivant, dans des lieux pluridisciplinaires souvent, et à des postes, dès le départ, ça a tout de suite été des postes dans les équipes de direction, de co-direction. Par exemple, j'ai co-dirigé une très grosse compagnie Art de la rue. J'ai fait, mon premier poste, c'était faire de la programmation jeune public pour la ville d'Angers. Voilà. Et donc, pendant 25 ans, j'ai évolué comme ça, notamment directrice d'un service culturel d'une ville au nord de Paris. Donc là, avec des compétences très différentes, parce que je reviens sur les compétences. Dans le service culturel, je gérais 2 médiathèques. Donc, dans la culture, n'oubliez pas, il y a aussi tout ce qui est médiathèque, avec des métiers très divers. Ça va de magasinage jusqu'à l'accueil du public, renseigner le public, organiser des rencontres autour des livres, etc. J'avais un service patrimoine et archives, donc là, des métiers aussi très techniques. Et puis, dès 2014, en fait, j'ai jamais de problème de santé. En 2014, je dois affronter 3 grosses interventions chirurgicales très très conséquentes. Je continue malgré tout, mais entre 2020 et 2022, je décide de prendre un petit emploi dans un petit théâtre à Paris avec des gens que je connais. Le directeur, je connais. Je lui demande un petit poste. Sauf qu'il vient de refaire toute l'équipe, il faut reformer l'équipe, donc je forme l'équipe. Et à l'origine, j'ai qu'un poste de relations publiques, actions culturelles, mais après confinement, il faut remettre en place des actions. Donc, je travaille beaucoup, et jusqu'en 2022, où là, je me dis, je vais dans le mur. Et donc, en 2022, je fais un faux CV. Quand on parlait des CV, mais alors un faux CV. Je mets les vrais postes que j'ai occupés, les vraies années, les vrais employeurs, et donc... C'est ma chance, en 2023, la ville de Paris lance un recrutement sans concours pour être agent d'accueil et de surveillance des musées parisiens. Je postule, mon dossier est reçu, je réussis le premier entretien, puis un deuxième entretien, et là on me demande le choix de mes musées. Je mets musée Carnaval en premier parce que j'ai fait des études d'histoire, je suis passionnée d'histoire. Et je suis prise au musée Carnavalet, voilà. Donc depuis maintenant un peu plus d'1 an, depuis 1 an et demi, je suis agent d'accueil et de surveillance au musée Carnavalet. Donc, j'ai plus du tout de poste de direction, mais ça ne me manque pas parce que j'ai gardé le fil rouge de tout ce qui m'a animée depuis le début jusqu'à aujourd'hui, pendant 28 ans. Et si aujourd'hui ça me plaît, je suis vraiment passionnée par ce que je fais au musée Carnavalet, c'est parce que mon rôle, c'est de faire en sorte que toute personne, qu'elle soit une habituée d'un musée ou d'un établissement culturel quelconque, qu'elle se sente accueillie, qu'elle se sente bien. Et qu'elle se sente surtout l'envie de revenir, qu'elle passe un bon moment. Que la personne fasse la visite du musée dans l'ordre chronologique ou pas, l'important, je dis à chaque fois, c'est est-ce que vous avez pris du plaisir ? Et du coup,
j'ai un rôle vraiment charnière parce que l'agent d'accueil dans un musée, c'est souvent la seule personne que le visiteur va voir du musée. Et donc, c'est à l'agent d'accueil de donner envie à ces personnes, déjà, de leur permettre de se sentir à l'aise, de se sentir bien, de se sentir bienvenue. Qu'elles aient les connaissances ou pas en histoire de l'art, ça n'a aucune importance. Il faut prendre du plaisir. Et ensuite, j'ai à cœur vraiment d'expliquer tout ce que mes collègues des services médiation, action culturelle proposent, les différents types de visites. Je commence à leur dire bientôt il va y avoir un week-end famille spécifique pour les familles, etc. Et à proposer toutes ces visites, toutes ces offres culturelles pour que les personnes puissent revenir. Voilà. Bonjour, ma question c'est pour vous, madame. Tout à l'heure, Charlotte, elle a dit que vous étiez suivie par l'association dans votre parcours magnifique. J'ai pas entendu c'est combien de temps. On dirait que en vous écoutant que vous n'étiez jamais au chômage ou vous n'étiez pas suivi. Alors, c'est peut-être moi que j'ai raté quelque chose. Effectivement, j'ai été très peu au chômage. Mes interruptions sont liées à plutôt des arrêts maladie, mais voilà, mais pas assez longs. C'est-à-dire que je reprenais beaucoup trop vite le travail. Je sortais de l'hôpital une semaine après, voilà. Effectivement, j'ai pourtant changé beaucoup de postes, mais jamais avec des périodes de chômage parce que je connaissais beaucoup de gens. J'étais très investie dans beaucoup de regroupements professionnels. Je participais à beaucoup de questionnements professionnels. Donc, j'avais un très bon réseau. Et j'ai toujours travaillé par rencontre, c'est-à-dire que je n'envoyais pas de CV, c'était quelqu'un que je rencontrais, j'avais envie de travailler avec cette personne et je proposais quelque chose, voilà. Et c'était quoi la question ? Ah oui, mon accompagnement par les ailes déployées. Ah ben il est essentiel, parce que sinon j'aurais foncé dans le mur pendant très longtemps. Du coup, Valérie, je rebondis parce que par rapport à votre employeur, du coup, qu'est-ce qui a été mis en place finalement ? Oui, et la durée surtout. Comment ? Qu'est-ce qui a été mis en place par les... Alors moi, au début, je n'ai pas dit que vous avez trouvé combien de temps ? Et l'accompagnement après la durée de l'emploi ? Combien de temps j'ai mis à trouver un emploi ? Non, la durée de le suivi de Charlotte. Ça fait 1 an, un peu plus d'1 an. Et après l'accompagnement... Alors, on se voit avec Charlotte toutes les semaines ou toutes les 15 jours, ça dépend des périodes. C'est un rendez-vous qui se passe dans les bureaux des ailes déployées. Je pose une RTT ou un congé ou des heures de récupération pour y assister, voilà. Et parce que ce rendez-vous est pour moi très important. Et puis dans quel ordre ça s'est passé ? J'ai dit ensuite à mon employeur que j'avais une RQTH, qui était un handicap invisible en fait, et que j'étais accompagnée par les ailes déployées. Et Charlotte a proposé qu'on mette en place une convention avec le musée Carnavalet. Voilà. Et donc, ce sont des rendez-vous trimestriels avec le chef du service accueil et surveillance. Et on a mis en place des petites restrictions pour moi, qui prennent en compte, mais ce sont des aménagements tout à fait raisonnables et organisationnels. Voilà, plus de l'organisation. Voilà. Il y a des questions, donc je reviendrai après là-dessus, parce que du coup, on fait aussi des partenariats. Il y a des pratiques inclusives, on fait des partenariats avec les structures qui sont présentes ici, en partie. Mais je sais qu'il y a d'abord des questions au fond de... Bonjour, en fait, j'avais une question pour la dame qui travaille au musée Carnavalet. Là, vous m'entendez bien ? Ah, debout. Là, vous... Pour moi ou pour ma collègue Maxime ? Pour les deux, hein. Mais en fait, vous avez peut-être été un peu surpris, mais je déteste ce musée. Je vais vous convaincre d'y venir. C'est un droit, allez-y. Mais je vais expliquer pourquoi, parce que je me suis toujours ennuyée, en fait. Là, vous m'entendez bien. Oui, c'est peut-être le seul musée que j'aime pas de Paris, en fait. Alors, justement, là, votre cas m'intéresse. Moi, j'aime beaucoup les gens qui s'ennuient. Alors, déjà, on a le droit d'aimer ou de ne pas aimer ce qu'on veut. Peut-être que vous ne vous intéresserez jamais au musée, c'est pas grave. J'espère quand même que vous allez nous donner une chance. Je vais vous donner des raisons d'aimer le musée maintenant. Alors, des raisons de l'aimer. Je pense que c'est un musée qui est intéressant, et Valérie me complétera, parce que c'est un musée qui est un musée à la fois d'art et d'histoire.
Donc on y trouve en fait des œuvres d'art qui ont pour but d'illustrer l'histoire de Paris et qui sont très très du coup variées. On a des objets archéologiques, on a des objets d'histoire et de mémoire. Par exemple, on a la canne de Baudelaire, le fauteuil de Voltaire, on a le mobilier de la famille royale quand ils étaient en prison au Temple, on a le mobilier, la pelisse de Marcel Proust en partie. Enfin, on a plein de choses comme ça. On a des maquettes, on a des peintures, on a de la photographie, on a ce qu'on appelle des arts graphiques, c'est-à-dire des estampes, des dessins, des livres aussi. Enfin, voilà, on a énormément de types d'œuvres et d'objets au sein de ce musée. Donc ça, déjà, c'est une chose. Donc normalement, il y a au moins un de ces types d'œuvres qui va vous intéresser. La deuxième chose, je dirais que c'est un musée qui couvre des très nombreuses périodes historiques, puisqu'on va vraiment de la préhistoire à nos jours compris. Donc, peu importe ce qui vous intéresse, que ça soit la préhistoire, le Moyen-Âge ou encore la Révolution française, vous pouvez quand même trouver quelque chose qui vous intéresse dans ce musée. Et la dernière chose que j'ai envie de dire, c'est aussi que vous habitez tous soit Paris, soit la région parisienne, donc vous avez tous l'occasion de vous promener à Paris ou d'y habiter. Et ça permet aussi quand même de voir plein de petites choses qu'on connaît déjà de son quotidien à Paris dans un musée, et donc de quand même faire aussi des liens avec ce qu'on vit. Et ça, en général, c'est assez apprécié. Voilà les raisons de potentiellement trouver quelque chose qu'on aime au musée Carnavalet. En plus, c'est gratuit. Donc si vous venez et qu'en fait vous vous ennuyez, vous pouvez aussi repartir. C'est un droit. Oui, bonjour. J'ai juste une petite question sur le type de poste dans le culturel. Je connais pas très bien le domaine, mais vous avez parlé de postes accessibles à tout un chacun ou des postes éligibles après concours. Donc, est-ce que vous pouvez distinguer un petit peu les deux types de postes et pourquoi certains sont accessibles par concours et d'autres sans ? Alors, moi, je peux parler pour les musées. Je pense que c'est moi qui ai dit ça tout à l'heure. Effectivement, alors, dans les musées qui relèvent de la fonction publique, parce qu'il y a des musées qui ne relèvent pas de la fonction publique, certains musées sont soit des musées qui ont un statut privé, soit un statut associatif. En l'occurrence, dans les musées qui relèvent soit de la ville de Paris, comme c'est le cas pour nous. Nous, on est rattaché à un établissement public qui s'appelle Paris Musée, qui est composé des 14 musées de la ville de Paris. Soit les musées qui relèvent de l'État. Certains postes sont accessibles sur concours et d'autres postes sont accessibles par voie qu'on va appeler contractuelle, c'est-à-dire sans concours. Moi, par exemple, je suis contractuelle. Les postes sur concours, c'est davantage les postes qui relèvent des missions scientifiques et de la conservation. C'est encore des postes où il y a vraiment une exigence de concours parce que ça demande une formation très spécialisée. Bon, mais nos métiers à nous, bien sûr, demandent aussi une formation assez spécialisée, mais finalement, c'est des métiers qui sont assez accessibles pour des personnes qui n'ont pas passé les concours de la fonction publique. Donc, je dirais que c'est surtout les métiers du scientifique qui relèvent du concours, ou en tout cas le concours est vraiment obligatoire, et les métiers administratifs au sens très large du terme, c'est-à-dire ça relèvera autant des métiers en lien avec les publics que de la communication, que de l'accueil, que de la logistique, que de la comptabilité, etc. Là, c'est souvent ouvert aux contractuels, avec possibilité, je sais pas, peut-être que vous êtes titulaire d'un concours de la fonction publique, de aussi faire valoir ce concours dans certains cas. Mais en tout cas, il y a beaucoup plus de liberté de recrutement, je pense. Enfin, après, moi, je suis pas DRH, donc peut-être je sais pas comment ça fonctionne. Non, nous, on est un EPIC, donc les personnes sont toutes régies par le droit privé. Alors, on a quelques personnes qui sont détachées, mais sinon, on embauche des personnes en contrat de travail classique. Mais du coup, voilà, dans la fonction publique, quand même, sauf si vous visez les métiers du scientifique, c'est assez ouvert. Et souvent, vous verrez sur les offres, c'est marqué fonctionnaire et contractuel. Et contractuel, ça veut dire exactement ça. Ça veut dire sans concours de la fonction publique. En fait, il n'y a que pour schématiser, dans les musées et les bibliothèques, que vous avez des voies d'accès par concours. Ils sont tous les métiers vraiment liés à la conservation, donc aux scientifiques. Sinon, après, spectacle vivant. C'est un musée aussi, la Philharmonie de Paris, et à part effectivement peut-être les postes de conservation, et encore non. Enfin, nous, on n'a pas vraiment, c'est le statut. C'est un peu particulier à la Philharmonie. On a un musée de la musique et il n'y a pas de concours pour être agent d'accueil et de surveillance. Alors, je vais revenir sur le côté inclusif et l'accessibilité. Je vais vous demander si au sein de vos organisations aujourd'hui, qu'est-ce que vous mettez en place au niveau de vos pratiques inclusives au sein de vos structures actuellement? Est-ce que vous pourriez donner des exemples concrets? Pardon, à destination du public ou de nos employés? Non, plutôt du public. Ah, du public.
Et des employés ayant une RQTH. Alors, nous, à la Philharmonie de Paris, on a tout un pôle accessibilité. Ces personnes qui interviennent sur les différentes activités qu'on propose. Donc, par exemple, on a la personne qui est vraiment en charge de ça n'a pas pu m'accompagner malheureusement, mais on a tout un système, par exemple, de gilets vibrants pour les personnes sourdes. On a des visites tactiles aussi au musée. On a un parcours aussi Alzheimer. Voilà. En fait, sur les différentes typologies de handicap, on va essayer d'agir. Mais vraiment, c'est la personne qui est davantage en charge de cette partie qui pourrait en parler beaucoup mieux. Mais il y a plein d'actions, effectivement, pour toutes les typologies de handicap. Au sein du musée Carnavalet, je dirais que déjà la première chose, c'est qu'on a des équipes qui sont formées. Toutes les équipes qui sont au contact des publics sont formées sur les différents types de handicap. Donc il s'agisse des équipes d'accueil ou des équipes justement du service des publics. Et puis ensuite, bien sûr, on a de très nombreux projets et on a des visites adaptées. Alors après, ça dépend du handicap parce qu'effectivement, par exemple, si vous avez un handicap psychique, bon, il n'y a pas non plus besoin... Je veux dire que si c'est une réservation via un groupe en situation de handicap psychique, on peut avoir le relais qui nous donne des particularités sur le profil du groupe, des demandes particulières, et on les met bien sûr attentivement en place. Mais sinon, en fait, ça va être une visite... ça va être une visite comme on en fait tous et toutes dans les musées. Et après, moi, je suis pas RH, donc je peux pas dire ce qu'il en est en termes de RQTH. C'est peut-être Valérie qui pourrait dire ce qui a été fait pour elle par les ressources humaines. Alors, par les ressources humaines, rien pour l'instant, mais non, mais j'ai pas fait valoir les RQTH quand j'étais embauchée. Voilà, donc c'est un peu différent. C'est maintenant que je suis consciente qu'il faut me mettre des barrières et que je vais pas souffrir sur des choses qui peuvent être résolues que par des petits aménagements organisationnels. Donc moi, mes aménagements sont vraiment extrêmement légers. Ça ne modifie pas mes horaires de travail, ça ne modifie pas le contenu de mon travail. C'est c'est très très léger. Donc voilà. Mais c'est vrai que quand j'ai demandé s'il y avait un référent handicap, on m'a dit oui, mais ça dépend de votre pourcentage d'invalidité, etc. Donc dès qu'en fait, si vous voulez faire valoir, oui, vous allez en discuter avec une personne au sein de Paris Musée, au sein d'ADRH de Paris Musée. Mais moi, j'ai préféré agir un peu au coup par coup, je crois. Voilà. Mais effectivement, comme le disait je sais plus qui, on a tous les établissements publics ont l'obligation d'emploi de personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap, visible ou invisible. Donc on ne peut pas fermer la porte si vous êtes embauché et que vous avez une RQTH. On ne fermera pas la porte, on ne vous dira pas maintenant on va tout faire pour que vous démissionnez. Non, pas du tout. Il y aura toujours un arrangement possible. Effectivement, la question des aménagements, c'est vraiment d'en parler avec l'employeur pour voir ce qui est possible de mettre en place. Et c'est pour ça qu'au sein du service d'emploi accompagné, on est vraiment sur un accompagnement spécifique calé sur les besoins de la personne. Voilà, de voir quels sont ses besoins de compensation. Est-ce que la personne a suffisamment conscience de ses besoins d'aménagement? Et donc après, on voit avec l'employeur et les équipes. Alors, on va s'acheminer vers la fin. Je voudrais vous poser une question à toutes. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans ce que vous faites aujourd'hui au sein de votre travail et dans l'environnement culturel finalement? Alors nous, dans notre rôle éducatif, c'est surtout la transmission. C'est des métiers qui sont choisis parce que c'est souvent des passions. On n'atterrit pas dans une école de cinéma au hasard, comme on pourrait atterrir sur d'autres formations par défaut. C'est souvent des choix qui sont faits, qui nourrissent une passion et qu'on a envie de transformer en un métier. Donc c'est de transformer des ambitions, des rêves en de véritables fonctions. C'est de faire découvrir aussi que il y a beaucoup
beaucoup d'idées préconçues sur les métiers du cinéma. Et il y a souvent ce qu'on envoie dans à l'écran ou dans une salle de cinéma, mais il y a énormément de métiers qui sont quasiment de l'ordre comptable et administratif sur une fois que l'œuvre a été filmée et tournée, il y a pas mal d'enjeux de distribution, de communication, de gestion budgétaire, etc. Donc c'est de faire découvrir toute cette variété de profils, et on s'achemine aussi vers la diversité et des formats et des profils qui sont mobilisés. Vous parliez d'international, la dame qui était là parlait des profils internationaux. Nous, on a un département international où on forme 60 nationalités différentes et au total 120 étudiants, et donc il y a aussi cette transmission de diversité culturelle entre différentes régions. Voilà. Moi, je peux dire de manière vraiment très simple, je pense être au contact des publics et puis faire toujours de nouvelles choses. C'est des métiers où on a toujours des nouveaux projets, on a toujours des nouveaux défis, donc c'est assez sympa. Alors évidemment la transmission, et puis surtout la joie, mais vraiment la joie de découvrir dans les yeux de personnes qui ne vont absolument jamais au théâtre et qui ne passent même pas nos portes, la joie de découvrir un spectacle, de découvrir ce lieu qui a quand même une histoire, un symbole assez incroyable et assez unique, et puis la joie de leur permettre de pratiquer aussi, que ce soit même, je pense beaucoup aux adolescents, aux jeunes, au public jeune, parce que ça passe par là, ça commence là. Donc, et que le théâtre est accessible à tous. Donc l'Odéon peut-être pas encore, mais si le théâtre est accessible à tous, je pense que de passer nos portes aussi, c'est tout à fait possible, et comme le disait madame, ça l'est, par plein de moyens. C'est peut-être pas encore assez mis en avant, mais on s'attelle à rendre encore ça beaucoup plus ouvert, mais c'est facile, le théâtre, c'est assez fabuleux de voir ce que ça provoque, en tout cas. Moi, je vais parler de l'intérieur pour les gens avec qui j'y travaille, puisque ça fait quand même 14 ans que j'y suis. Donc, j'ai connu d'abord la Cité de la Musique, puis ce projet de la Philharmonie qui avait été tellement décrié. Ça n'allait pas marcher. Pourquoi s'implanter dans le 19e ? Ben si, parce qu'il y avait vraiment une raison sociale. Alors, je pense que tout le monde aime la musique à différents degrés. Il y a vraiment des gens passionnés qui y travaillent. Mais en tous les cas, c'est vraiment un endroit qui réunit les gens. Et pour y travailler, c'est vraiment agréable de travailler avec les personnes qui composent la Philharmonie, parce que ce ne sont que des gens passionnés. À chaque fois, c'est riche d'échanges. Et voilà, c'est pour ça que j'aurais du mal aujourd'hui de travailler ailleurs. Mais c'est vraiment une richesse. Et puis, c'est cet aspect social, moi, qui me touche particulièrement, dans la culture, dans l'ensemble des établissements publics. C'est vraiment la culture accessible à tous, parce que c'est des émotions qui sont universelles et qui doivent être partagées par le plus grand nombre. Pour moi, en tout cas, aux ailes déployées, c'est la richesse de ce qu'on peut découvrir pendant les ateliers qu'on propose, de voir des personnalités parfois se dévoiler complètement lors d'un projet artistique, de voir des personnes se lâcher aussi. Et puis, ça de créer aussi ces temps entre les personnes accompagnées et les professionnels qui vous accompagnent, parce que c'est pas un temps de soins, de rendez-vous, d'ateliers thérapeutiques, c'est vraiment un temps de pratique artistique. Donc les projets qu'on propose, quand c'est un temps de pratique artistique, on demande aux professionnels de participer aussi. Et donc ça crée vraiment des rencontres assez particulières, très différentes du quotidien de tout le monde. Et donc c'est ça qui est très, très appréciable dans ce que je peux découvrir au quotidien. C'est pour ça qu'on essaie justement au sein des ailes déployées et des différentes unités de rendre accessible pour tous la culture, de vous mettre en lien avec le secteur culturel le plus possible à travers aussi des partenariats. Merci à tous et à toutes. On s'achemine vers la fin. Je voudrais tous vous remercier d'être venus. Je vous propose qu'on se retrouve autour d'un café pour continuer à échanger. Merci à toutes et à tous. Le prochain épisode portera sur comment harmoniser vie personnelle et travail.